Bonjour et bienvenue à ce séminaire de présentation d'OpenRoad Designer. Le thème de ce webinaire est la création de livrables à partir donc d'OpenRoad Designer. Je suis Vincent Rowe, ingénieur d'application au sein de la société Bentley Systems et vous remercie de votre présence. Le thème que nous allons aborder au cours de l'heure qui vient est donc la création de livrables. Alors, quels sont ces livrables? Alors, ça peut être des plans, des rapports, des maquettes 3D, ou plutôt du BIM maintenant, puisque les graphiques ne suffisent plus, mais c'est l'information réellement qui nous intéresse. Est-ce que nous voulons des rendus avec des images et des vidéos de synthèse, des données numériques? Bref, les livrables, en fait, c'est tout ce que le client peut vous demander à partir du projet qu'il vous a confié. Aujourd'hui, ces livrables peuvent prendre des sources, des formes vraiment très très différentes. Et ça va être un peu le thème de cette présentation, justement. Euh, Qu'est-ce qu'on va pouvoir sortir comme livrable? Qu'est-ce qui est important dans la création de ces livrables? Et je crois qu'en première notion sur laquelle tout le monde va être d'accord, c'est que quels que soient ces livrables, le plus important, c'est qu'ils décrivent le même projet, qu'ils soient cohérents entre eux, et que les informations données par les plans soient cohérentes avec les informations données par les listings, que les cubatures soient cohérentes par rapport au projet, que les images de synthèse reflètent fidèlement le projet dans ses caractéristiques techniques, enfin bref, que toutes ces données soient cohérentes entre elles et n'induisent pas d'erreurs qui coûteront cher lors de la construction du projet. Et ce sur quoi je voudrais insister au cours de cette présentation, c'est que OpenRoad Designer vous permet d'assurer cette cohérence euh, grâce à un mécanisme très simple qui est que tous les livrables, tous les livrables sont issus de la maquette 3D BIM du projet. C'est-à-dire que ce soit les plans euh, profil en long, profil en travers, les images de synthèse que vous pourrez produire seront produits à partir d'un seul et unique modèle BIM. Cette approche permet de résoudre élégamment la question qui se posait dans le passé, qui se résumait quant au livrable souvent à la fourniture de plans ou à la fourniture d'un modèle 3D. C'était fromage ou dessert. Et pourquoi? Parce que souvent la maquette 3D décrivait un projet différent de celui qui était décrit par les plans. Les, euh, le projet n'était connu par exemple au niveau des profils en travers qu'au pas des profils, donc tous les 50 mètres, et entre ces deux profils, bah, on n'en savait rien. Donc, par contre, la maquette 3D, elle, se doit de décrire le projet dans son intégralité. C'est pas juste un assemblage, un squelette de coupe tous les 50 mètres. Et donc, on pouvait avoir des différences assez importantes entre le projet décrit par les plans et celui décrit par les maquettes 3D. C'était fromage ou dessert. Avec OpenRoads, c'est fromage et dessert. Et en fait, on a vraiment besoin des deux. La compréhension d'un projet nécessite de pouvoir l'appréhender via des plans classiques, vue en plan, profil en long, profil en travers, qui respectent les conventions habituelles de représentation graphique, métier, tout autant que par la navigation dans un modèle 3D. Et l'arrivée du BIM enrichit encore cette notion avec la notion d'information. Hein. C'est pas juste des graphiques, c'est vraiment des composants avec des attributs qui conveyent l'information du modèle. Donc le modèle BIM fournit une vision d'ensemble, une vision d'échelle, tout autant que des zooms sur des détails qui peuvent échapper à la consultation classique de plan. Encore une fois, qu'est-ce qui se passe entre deux profils en travers? A-t-on manqué un détail, la semelle d'un ouvrage d'art qui interfère avec la surface de chaussée, etc. La constructabilité d'un projet nécessite donc d'avoir à notre disposition le meilleur des deux mondes. Des représentations planes codifiées, tout autant qu'une maquette 3D riche en informations et en données. OpenRoads Designer vous offre cette polyvalence. C'est une application moderne de conception et modélisation d'infrastructures
qui vous permet donc de générer une maquette 3D riche. Mais on ne fournit pas juste une maquette 3D. On a couplé à ces mécanismes de modélisation des mécanismes d'extraction de livrables à partir de cette maquette 3D BIM. Je précise encore une fois BIM, car je parle bien de composants qui ne sont pas de simples maillages, mais de véritables objets d'attributs que vous pouvez d'ailleurs personnaliser et enrichir à votre souhait. OpenRoads Designer vous permet donc de générer une maquette composite en référençant tout simplement les différents modèles constitutifs du projet. Car quand je dis une maquette BIM, je ne parle pas d'un seul fichier ou d'un seul conteneur, d'une seule base de données dans lequel il faudrait tout importer. Mais simplement par référencement, vous allez pouvoir agréger une maquette pour ensuite donc en créer plusieurs livrables. La capacité d'OpenRoads Designer unique sur le marché est que les sortants sont extraits de la BIM complète. Donc, je répète, mais c'est important, y compris les réseaux, les ouvrages d'art, les fondations des mâts d'éclairage, les semelles, les bâtiments, etc., etc. Que ces éléments aient été modélisés dans OpenRoads ou dans un autre logiciel Bentley ou dans d'autres éditeurs. OpenRoads supporte le format IFC ainsi que les principaux formats d'échange 3D du marché. Là, j'en ai mis quelques-uns, donc OBJ, JT, Rhinoceros, SketchUp et toutes les gammes Autodesk. J'insiste car il y en a sûrement parmi vous qui ont été confrontés au casse-tête de l'intégration dans des profils en travers dans Civil 3D de bâtiments ou de toute structure modélisée dans Revit ou de réseaux modélisés dans Mensura, Covadis ou AID. Le modèle fédéré d'OpenRoads vous permet d'assembler la maquette BIM complète directement dans OpenRoads ou de la générer via un autre outil et de la référencer dans OpenRoads pour en extraire donc les différents livrables, que ce soit des plans, des rapports, des coupes et des modèles 3D. C'est vraiment une approche unique dans le monde de la modélisation d'infrastructures. Dans toutes les autres solutions, les profils en travers n'incluent que les composants décrits dans le profil en travers type attaché à l'axe par rapport auquel vous dessinez les profils en travers. Avec OpenRoads, les profils en travers sont des coupes dynamiques sur la maquette 3D entière et sur tous les objets qui y sont référencés. Donc c'est vraiment une approche unique qui, je crois, distingue largement OpenRoads de ses compétiteurs. Là, j'ai illustré un profil en travers sorti d'OpenRoads dans lequel j'ai mis en référence une maquette IFC. Donc c'est une maquette IFC qui n'a pas été générée par un produit Bentley. J'ai été sur le net et j'ai recherché des exemples de maquettes IFC et j'ai trouvé ça sur le site BIM Collab. Donc je me permets de le citer. J'ai juste téléchargé l'IFC, je l'ai mis en référence dans le projet et réédité le profil en travers. Un autre exemple, on avait généré un bout de projet dans Civil 3D et j'ai vérifié qu'on pouvait simplement le mettre en référence dans le projet OpenRoads pour le voir apparaître donc en 3D et bien sûr donc dans les profils en travers. On voit donc la coupe du modèle Civil 3D pour l'intégrer donc à la production des profils, que ce soit en termes de livrables ou en amont en termes de conception, pouvoir par exemple vérifier qu'il n'y a pas d'intersection entre les talus et on pourra avec un minimum de travail venir même incorporer ce modèle hétérogène donc venu d'un autre éditeur dans la conception d'OpenRoads. On pourra donc appuyer des talus sur ces talus, intégrer un projet issu d'un autre logiciel dans OpenRoads. Donc je vais vraiment insister beaucoup sur ce thème au début de cette présentation, mais je crois que c'est vraiment fondamental pour comprendre toute la puissance d'OpenRoads. C'est que les profils en travers sont issus de la maquette en intégrant tout, encore une fois, mais j'insiste, tous les objets 3D, tous les composants 3D que vous aurez pu y référencer. On va voir que donc OpenRoads permet donc de générer ces profils en travers en tant que coupe dynamique sur le modèle 3D. C'est-à-dire que toute modification du modèle 3D se verra automatiquement reflétée
dans les profils en travers. Nous verrons que les annotations, elles, ne sont pas encore complètement dynamiques, parce que ce serait un peu irréaliste de demander de mettre à jour des centaines, des milliers de profils en travers à chaque fois qu'on modifie un projet. Mais on verra qu'il va suffire de relancer l'annotation pour que celle-ci soit automatiquement mise à jour par rapport au projet. Donc, Mentley a vraiment travaillé sur cet aspect-là, hein, l'aspect maintenance de la cohérence des documents issus euh, du projet, parce qu'on sait tous qu'on peut très bien modéliser une fois un projet et sortir des beaux profils en travers, mais c'est quand on modifie le projet qu'en général que les problèmes commencent. C'est pour ça que donc on a prévu des mécanismes de mise à jour dynamique du projet lui-même et des mises à jour déclenchées manuellement pour les annotations. Nous allons maintenant nous intéresser à la génération de sortants, de livrables à partir de la maquette 3D BIM générée donc avec OpenRoad Designer. Pour cela donc nous allons utiliser l'onglet production de dessin et générer des limites nommées. Ces limites nommées donc vont en l'occurrence puisque ce sont des profils en travers sectionner le modèle 3D aux abscisses désignées. Donc on peut générer des vues en plan, des profils en long, des combinaisons planche, plan, profil et des profils en travers. Donc par défaut, OpenRoads Designer est livré avec des mises en page prédéfinies que nous allons utiliser. Nous désignons l'axe pour venir désigner l'abscisse de début et l'abscisse de fin. L'ensemble des profils en travers vont être générés, les sections. Donc on voit ici dans la vue 3D et dans la vue en plan les formes planes qui ont été générées pour matérialiser ces sections. On retrouve ces sections donc sous forme de groupes de profils en travers, où on retrouve donc les différentes abscisses désignées. Et nous allons pouvoir maintenant générer les dessins de ces profils en travers. Donc les coupes aux abscisses désignées vont être créées et les profils en travers annotés. Donc on est guidé dans l'avancement. Voilà, donc, le dernier profil en travers est ouvert, qui n'est pas très intéressant puisqu'on n'y voit pas grand chose, mais si j'ouvre par exemple le profil en travers à l'abscisse 550, on voit un habillage classique avec automatiquement l'échelle et le format, la notation en grille avec les déports si on n'a pas la place, la notation donc des dispositifs de retenue compris, et voilà, et c'est là qu'on se rend compte. On est prêt à imprimer un PDF multipage à partir de ces profils en travers, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il manque les emprises. Donc on revient dans l'espace de modélisation et on va maintenant attacher les limites d'emprise. On va voir quelles sont les conséquences au niveau de la sortie des profils en travers. Donc on voit bien les emprises et on les voit tellement bien que donc on les voit en plan, en vue 3D et en profil en travers. Il y a une annotation automatique qui a été générée et catastrophe, on s'aperçoit que on ne respecte pas les emprises. Donc si je vais dans le modèle correspondant, là je l'ai pas habillé l'emprise, mais je vais pouvoir la rajouter avec la notation correspondante. Dans les versions ultérieures, les annotations seront automatiques, mais là je dois régénérer la notation correspondante. Donc là, l'habillage des équipements. Donc je vois bien apparaître la limite d'emprise, mais malheureusement on n'est toujours pas bon. Et oui, pourquoi? Parce que cette pente de 3 pour 1 n'est pas bonne. En fait, c'est du 3 pour 2 qu'il fallait mettre. Et catastrophe. Mais non, pas une catastrophe. On va juste modifier cette donnée-là dans les profils en travers et venir juste régénérer l'habillage des profils. Et voilà, quelques secondes pour prendre en compte cette modification. Donc là, je change la pente de talus dans le profil en travers.
Le projet est mis à jour. Ça va être confirmé donc dans la 3D et dans le profil en travers. Et maintenant, au niveau des profils en travers qui ont été sectionnés, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le projet est bon, hein, puisque à chaque fois, les coupes sont générées à partir du modèle 3D. Par contre, ce qui va me falloir, c'est refaire l'habillage des profils en travers. En effet, concernant les annotations, celles-ci sont issues du modèle 3D, mais ne sont pas générées dynamiquement. Sur un grand nombre de cahiers de profil en travers, si on devait mettre à jour les annotations à chaque modification du projet, ce serait beaucoup trop lourd. Et donc ce qu'on va voir, c'est qu'il va suffire de mettre à jour les annotations pour que celles-ci soient correctes. J'insisterai quand même sur le fait que les annotations sont issues du modèle 3D, que ce soit des cotations de limite d'emprise ou des cotations classiques de TN et du projet, ce qui permet de bénéficier, enfin, de s'assurer que les valeurs des cotes sont bonnes. Je rappelle que nous avons modifié la pente de ce talus, que cette pente de talus, cette modification du projet a été automatiquement répercutée dans les profils en travers, qui sont donc des coupes dynamiques sur le projet. Et il ne nous reste plus donc qu'à mettre à jour les annotations, puisque sur un large nombre de profils en travers, la mise à jour dynamique serait trop lente. Et donc je vais commencer par devoir supprimer les annotations du modèle pour venir les relancer. Donc on choisit le style d'annotation. Pour bénéficier donc de profils en travers à jour. On peut donc régénérer l'habillage pour l'ensemble des feuilles et disposer facilement, extrêmement facilement, d'un cahier des profils en travers à jour. Ce que l'on a pu constater, c'est que les profils en travers sont toujours géométriquement à jour, puisqu'encore une fois, ce sont des coupes dynamiques sur le projet, et qu'il m'a suffi de relancer l'habillage des profils en travers pour bénéficier automatiquement d'un cahier des profils en travers à jour. On voit donc tout l'intérêt d'un modeler tel qu'OpenRose Designer, qui est centré sur le modèle. Donc les différents sortants, là on a parlé des profils en travers, mais c'est la même chose pour les vues en plan profil en long, où les sortants sont extraits dynamiquement du modèle 3D. Et donc on dispose d'un modèle d'annotation centré sur sur le modèle 3D. Si les profils en travers sont des sortants vraiment fondamentaux dans le cadre d'un projet d'infrastructure routière, les vues en plan et profils en long n'en sont pas moins importants. Et c'est le thème que nous allons aborder maintenant. Nous aborderons aussi le thème de la modification, puisqu'encore une fois, le tout n'est pas de faire bien une fois, mais il est surtout de maintenir la cohérence des documents tout au long de la modification du projet. Et nous aborderons le thème, un exemple de mise à jour dynamique des annotations et des sortants à partir de la modification du projet lui-même. Donc de retour dans OpenRoad Designer, nous allons générer les planches profil en long du projet. Le principe est strictement identique à celui qui a présidé à la génération des profils en travers, c'est-à-dire qu'on va partir du modèle 3D, de la maquette BIM du projet, donc encore une fois, que ce soit les objets générés directement dans ce fichier ou les objets que l'on aurait pu mettre en référence. Donc on va se concentrer d'abord sur la vue en plan. Et ce que je voudrais, c'est afficher les courbes de niveau sur le terrain naturel en dehors du projet. Pour ça, je vais générer un modèle de terrain découpé à partir du modèle de terrain source. Et donc, je vais localiser les éléments de découpe. Il faut que j'affiche le calque sur lequel sont les corridors pour désigner les deux corridors que nous avons modélisés en début de session. Donc voici les courbes de niveau automatiquement annotées sur le terrain découpé par rapport au projet. Ensuite, pour les annotations, on a deux types d'annotations. Des annotations automatiques liées au style de l'objet, comme par exemple pour les accents plans.
Oups, annoter élément. Donc là, les styles d'annotation sont définis dans les objets avec des choses assez classiques comme les tabulations, la géométrie, y compris pour les courbes. Ces cellules qui sont un peu grosses d'ailleurs, il faudrait que je diminue leur taille. Ce sont les points hauts et les points bas du profil en long. Ensuite, donc, on peut annoter diverses entités avec des annotations qui vont aller récupérer, interroger les attributs des objets. Comme par exemple des coordonnées XY. Par exemple, si je veux annoter ce point de l'emprise, donc je vais générer automatiquement des étiquettes. Et l'intérêt, c'est que ces codes sont associatifs, c'est-à-dire que si l'objet change, si ce point change, à ce moment-là, la cote sera automatiquement mise à jour. Bon, là, pour les emprises, elles ont été acquises, c'est les acquisitions foncières, donc ça a peu de chances de changer. Par contre, on verra un exemple pour les profils en long. Ensuite, je peux annoter par exemple le nom des objets, donc le nom de cette emprise, et donc pour l'emprise nord, je clique un des points de la ligne, et voilà. Donc on peut rajouter comme ça différentes cotations. On va se limiter à ces quelques exemples. Et ensuite, donc, on va générer le calpinage. Donc ce calpinage, on va le générer par le biais de limites nommées. Donc on a généré tout à l'heure des profils en travers et maintenant des vues en plan. Donc on a divers formats prédéfinis. Et là, je vais juste changer le paramétrage pour rajouter un chevauchement pour tenir compte de la courbe du projet. Et donc désigner l'axe en plan pour pouvoir ensuite spécifier les abscisses de début et les abscisses de fin. Et je vois donc en interactif les planches qui sont proposées en fonction du format et de l'échelle de sortie proposée. Et je vais accepter la création de ces planches. Ensuite, je vois que là, cette planche, vu la courbure du projet, on va en louper un petit bout. Donc je vais pouvoir la déplacer. Voilà, de façon à cadrer le projet en entier. Ensuite, je vais m'intéresser donc au calpinage vu en plan profil en long. Et je vais générer donc un calpinage pour le profil en long qui va respecter les découpages des abscisses qu'on a fait dans la vue en plan. Donc je vais utiliser les mêmes paramètres mais cette fois pour les profils. Et donc utiliser bien donc les PK depuis le groupe de plans plutôt que de limites prédéfinies. Ensuite, donc, je vais cliquer dans la vue profil et je vois donc les découpages automatiques faits par rapport au projet, sachant que quand le profil en long est trop pentu pour permettre un habillage identique à celui de la vue en plan, automatiquement, il y a un décalage qui va être créé. Et là, en l'occurrence, je veux créer les planches correspondantes. Donc, j'accepte les paramètres par défaut. Donc encore une fois, les vues en plan et profil en long sont découpées, automatiquement annotées. La dernière vue en plan est automatiquement affichée. Et donc on peut constater le résultat, donc avec une mise en page avec la vue en plan en haut, le profil en long en bas. Le profil en long a été automatiquement annoté avec donc des styles prédéfinis, avec les pentes, les points de tangence, ainsi que la notation en gris assez classique, hein, abscisse, projet, TN, accent plan, profil en long. Oui, il y a encore un petit bug là, il faut que je corrige ça. Et on peut comme ça naviguer à travers le projet. Donc ça c'est la planche centrale et la première planche. Donc avec encore une fois un décalage automatique lorsque le profil en long dépasse. Ce qu'on peut faire maintenant c'est rajouter certains habillages sur le profil en long. Pour ça donc je vais aller dans l'espace de dessin.
pour rajouter des annotations, et en particulier, on avait parlé d'annotation dynamique, et là, en l'occurrence, je vais annoter le profil en long. Pour ça, donc, je vais revenir dans la production de dessin, placer des étiquettes, et venir rechercher une annotation qui me permet donc d'annoter un profil en long. Donc, profil, élévation. Je désigne l'objet, le point de cotation, et viens rajouter cette cote. Donc là, on a de 181, 184. Si je reviens dans le modèle multivue précédent et que je modifie cette valeur, je vais simplement venir déplacer ce point. Je modifie le profil en long du projet pour revenir dans le profil en long correspondant et venir voir que la cote a été effectivement automatiquement mise à jour. Donc on a bien une annotation et une mise en plan et en profil en long centrée sur le modèle avec une mise à jour automatique des cotations. Concernant la visualisation des vues en plan, ce qui va être possible aussi, c'est de générer une visualisation assez sympathique des matériaux attachés aux différents composants que nous avons générés par le biais d'application d'un style automatique. Et donc voilà, on a une vue en plan qui est un peu plus sympathique, un peu plus moderne, avec à la fois la visualisation des objets linéaires et des textures appliquées au projet, avec une légère atténuation, hein. On voit bien que les textures sont atténuées de façon à avoir une vue en plan assez sympathique. Donc, si je reviens dans les mises en page, celles-ci seront automatiquement mises à jour pour prendre en compte ce nouveau paramétrage. Ensuite, je pourrais générer un cahier PDF multipage à partir de ce projet avec une restitution fidèle des différents éléments représentés. Nous allons maintenant aborder le thème des quantitatifs. Et encore une fois, donc ces quantitatifs vont être issus de la maquette, c'est-à-dire qu'ils seront forcément bons et cohérents par rapport au projet, puisqu'ils seront directement issus des attributs numériques des composants générés dans OpenRoads. Donc l'application des profils en travers type dans OpenRoads va générer directement, dynamiquement, des composants 3D pour les structures de chaussée que l'on voit ici, donc des composants 3D avec attributs, sachant que vous pouvez personnaliser ces attributs si vous le souhaitez, en rajouter d'autres. Que ces composants donc, sont issus de bibliothèques d'objets personnalisables et que pour les terrassements, donc là j'ai mis les déblais en rouge et les remblais en bleu, ce sont des maillages, des solides 3D avec attributs, ce qui nous permet d'obtenir des quantités, des volumes prismoïdaux exacts et non plus d'interpoler des résultats tous les 50 mètres. Le projet que j'ai chargé est un projet relativement long puisqu'il fait un peu plus de 6 km. Donc c'est une 2x2 dont on voit ici le profil en travers, donc extrait du modèle 3D, le modèle 3D étant donc dans la vue de haut à droite. L'extraction des composants va nécessiter pour les déblais et remblais de générer le volume de celui-ci, puisque nous allons, pour cet exemple, utiliser une approche prismoïdale, sachant qu'on peut maintenant aussi générer des volumes par profil en travers de méthode classique. Mais ici, nous nous intéressons à une approche BIM, donc basée sur les volumes exacts du projet. Donc autant pour les composants de la chaussée, les cubatures sont immédiatement disponibles, hein. Chaque composant, à partir du moment où il a été appliqué dans le profil en travers type, existe et son volume existe, ainsi que les données telles que le matériau, P4 début, P4 fin. Et pour les déblais remblais, nous allons simplement demander à calculer le volume entre le terrain et la couche à rase. Donc pour matérialiser la couche à rase, c'est extrêmement simple, puisque dans les propriétés du corridor, je vais demander d'afficher le maillage du bas du projet, donc la rase terrassement, sachant qu'on peut aussi automatiquement générer le maillage du haut
hein, sans avoir forcément point à point à décrire cette couche qui pourrait par essence varier selon les cas d'entrée en terre des blés remblais. Donc là, la couche a déjà été générée, enfin le maillage a déjà été généré, et je vais revenir dans l'onglet Origine, dans la partie Rapport et Analyse, pour créer des volumes de déblais et de remblais. Donc je renseigne donc la surface existante et la surface projet, et assigne des caractéristiques donc aux couches. Le calcul est donc lancé et va générer donc ces volumes sur les plus de 6 km. Voilà, les volumes ont été générés, ainsi que dans la vue 3D, où donc on les a vus apparaître, donc sous forme donc rouge des blés et bleu remblai. Je peux donc d'ores et déjà connaître les cubatures et de manière beaucoup plus exacte que par les méthodes précédentes par profil en travers, puisque c'est la méthode prismoïdale, donc qui est beaucoup plus exacte et précise que de calculer un profil en travers tous les 20 ou 50 mètres. On va ensuite pouvoir extraire des rapports de, de ce modèle 3D, donc y compris maintenant les terrassements. Pour ça, je vais simplement demander à avoir un rapport, à extraire un rapport pour interroger la maquette BIM du projet. J'ai plusieurs rapports prédéfinis. Donc, le modèle est parcouru, harvesté, comme disaient les Américains, de manière à lister tous les composants 3D du modèle et éventuellement des fichiers en référence, hein, puisque grâce au système de modèles fédérés de Bentley, il suffirait que je mette un autre projet d'une autre voirie, d'un échangeur en référence pour venir les voir se rajouter aux cubatures. Voilà, donc je demande en fait, à générer un rapport sur les maillages. Je peux ensuite donc avoir un aperçu des résultats dans un tableau qui apparaît sur l'autre écran. Et donc, composant par composant, j'ai les différents items avec leur volume et leur surface. Donc, si je dégage un peu l'écran, l'intérêt aussi, c'est que chacune de ces couches va être mise en surbrillance lorsque je la désigne. Et si je zoome un peu sur les composants, pour les composants de structure, lorsque je les désigne, je vais les voir se mettre en surbrillance dans la vue 3D. Il a pas l'air d'accord. Voilà, c'était simplement que je ne vais pas activer cette vue 3D. Donc comme je disais, de manière à mieux comprendre les quantités issues du modèle, lorsque je les désigne dans le rapport, à ce moment-là, elles sont sélectionnées et affichées en surbrillance, ce qui me permet de vérifier visuellement les quantités qui sont associées à ces différents composants. Donc ça, c'est le rapport que j'ai en direct dans OpenRoads, mais je peux aussi afficher une table, enfin un tableau quoi, des résultats, sachant que comme j'ai demandé à garder le lien entre le tableau et le modèle, je pourrais demander à mettre à jour celui-ci. Voilà, donc le tableau est placé dans la vue en plan, donc on retrouve exactement la même apparence avec des styles automatiquement prédéfinis pour lister l'ensemble des composants du projet. Et comme je venais de le citer, donc cette table est dynamique, c'est-à-dire que je pourrais toujours demander à rafraîchir les tables à partir de la source de données, c'est-à-dire mettre à jour cette table à partir, encore une fois, de la maquette BIM du projet. Donc on n'est plus du tout dans les processus d'annotation morts comme on pouvait avoir avec les générations précédentes d'outils, mais on génère des tableaux dynamiques qui seront mis à jour quand le projet sera modifié. Encore une fois, donc, dans OpenRoads, tout a été fait pour faciliter la maintenance de la mise à jour et de la cohérence du projet plutôt au travers de ces mises à jour. On peut bien sûr aussi exporter ces données sur Excel.
Donc là, je vais écraser le fichier précédent. Et je vais l'ouvrir pour montrer, on aura exactement le même rapport, mais cette fois dans Excel. Voilà donc le rapport dans Excel avec là j'ai choisi d'avoir les métraits de terrassement chaussée. Et bien sûr on peut faire la même chose pour l'assainissement, les bordures, les marquages et tout ce que vous voulez. Voilà donc un exemple de génération de cubature à partir, donc centré sur la maquette BIM du projet, avec une méthode de calcul prismoïdale, donc qui est beaucoup plus précise que les anciennes méthodes par profil en travers, et donc voilà, qui est centré sur le modèle. On verra par la suite que l'on peut également tout à fait venir rajouter des attributs numériques aux, euh, aux différents composants de manière à les faire des tris, les lister selon les catégories, etc., etc. Quand on parle de BIM, on peut parler de différentes choses, mais ce sont aussi des outils qui doivent permettre donc de générer une maquette volumétrique avec des composants objets, avec des attributs personnalisables et un modèle fédéré qui permet par simple référencement des fichiers donc d'accéder à ces informations. On a déjà évoqué l'aspect modèle fédéré, l'aspect maquette volumétrique avec des composants objets. Et maintenant, nous allons présenter la partie base de données et attributs personnalisables au travers d'un exemple tout simple mais qui, je pense, va vous parler. Je vous propose en effet de voir au travers du placement d'un radar routier comment on peut définir dans OpenRoads des attributs personnalisés qui vont être attachés automatiquement à la définition d'objet, au type d'objet que vous allez pouvoir placer dans la maquette, pour ensuite la voir apparaître bien sûr en plan 3D profil en travers, mais aussi sous forme d'annotation ou de listing. Nous avons déjà vu que les différentes entités générées par OpenRoads Designer, tous les composants disposaient d'attributs numériques. Et ici, nous allons prendre l'exemple du placement d'un composant, d'un élément ponctuel tel qu'un radar routier par exemple. On va prendre un exemple léger. Donc pour ça, je vais aller dans le module réseau qui, dans le sens large, permet de placer des entités ponctuelles éventuellement reliées par des liens, comme des câbles électriques ou des réseaux de communication. Donc là, je vais placer une entité, donc j'ai défini un radar routier. Ce radar routier est défini donc par une définition, un style. Ces attributs sont communs à tous les nœuds. Par contre, ces attributs-là ont été définis spécifiquement pour les radars routiers. Et je vois que quand je sélectionne ce type d'entité, automatiquement l'interface change et me propose de renseigner les champs associés à l'objet. Pour bien illustrer le propos, si je prends un autre type de nœud, à ce moment-là, je n'aurai pas accès à ces paramètres, à ces attributs. Donc je vais reprendre ce fameux radar. Donc on me demande d'abord de sélectionner l'élément de référence pour l'attitude du nœud, donc je vais prendre le fini projet. Et ensuite, donc, je vais placer ce regard. Voilà, j'ai placé le regard. Et sa symbolique est affichée dans la vue en plan et je le vois apparaître donc dans la vue 3D ainsi que dans la vue profil en travers si je clique sur sa barre de titre pour régénérer celle-ci. Donc on a placé une entité ponctuelle à laquelle donc sont associés différents attributs. Ces attributs étant entièrement personnalisables. Et là en particulier, je ne vais pas renseigner le service gestionnaire, je vais marquer état. Ces attributs sont définis dans ce qu'on appelle des types d'éléments. Et là, en l'occurrence, pour les radars routiers, je vois les champs que j'ai créés et qu'on peut venir entièrement personnaliser et modifier.
Une autre chose intéressante que l'on peut faire sur ce regard est lui donner un axe de référence pour qu'on puisse le repérer en abscisse et déport par rapport à un axe. Là, je vois que j'ai la possibilité de définir une référence de PK déport. Pour l'instant, c'est aucun. Donc, je vais désigner l'axe. Et si j'accède aux propriétés de l'équipement, à ce moment-là, je vois bien que j'ai récupéré l'abscisse et le décalage par rapport à une ligne de base. Pour illustrer cet aspect, je vais ouvrir le gestionnaire de projet, aller dans la partie éléments. Donc là, le modèle BIM est scanné. Toutes les entités comprises dans ce fichier ont été indexées et je retrouve donc ce fameux radar routier. Je peux aussi faire des requêtes. Je voulais illustrer cette possibilité-là, des requêtes de type SQL, en venant rechercher des objets en fonction de leurs différents attributs. Je peux construire des requêtes en recherchant par exemple tous les radars routiers avec des conditions sur les différents champs que on a pu définir. Par exemple, le service gestionnaire est égal à état. Je vais ajouter à la recherche. OK. Et du coup, j'ai le résultat de la recherche qui s'affiche. Et j'ai bien trouvé un radar routier euh, sur lequel donc je peux zoomer. Nous allons maintenant nous intéresser à la génération de documents utiles pour la construction du projet, encore une fois à partir de la maquette BIM du projet. Donc ces documents d'exécution destinés au guidage machine peuvent revêtir différentes formes. Euh, Là, on va avoir la possibilité en particulier de générer des modèles de surface qui pourront ensuite être exportés au format LandXML ou sous forme graphique. On pourrait bien sûr aussi extraire des listings des points de cette surface, des listings des points des couches de chaussée, des tabulations par profil en travers. Enfin, bref, toutes sortes de listings sont également disponibles. Mais là, on va illustrer le cas avec un fichier LandXML, sachant que d'ici la fin de l'année 2018, on pourra exporter des IFC à partir d'OpenRoad Designer, donc avec la géométrie et les attributs, encore une fois, sans forcément toutes les classes, puisque le schéma de l'IFC Route n'est pas encore disponible, mais au moins ça sera déjà un premier résultat pour permettre la liaison vers l'OpenBIM. De retour dans notre projet exemple, nous allons donc voir maintenant comment, grâce à OpenRose Designer, nous allons pouvoir extraire de la maquette BIM du projet, cette fois des documents utiles dans le cadre de la construction hein, pour le guidage machine, en générant donc encore une fois à partir de la maquette BIM des fichiers LandXML décrivant les différentes couches de chaussée et la partie supérieure des terrassements. Donc dans la vue 3D, on voit les composants qui ont été générés directement depuis l'application du profil en travers type. Et nous allons récupérer les lignes qui définissent ces différentes couches pour en générer un modèle numérique de terrain. Mais juste avant, je vais commencer par désactiver du modèle ces différents maillages pour qu'on voit justement le modèle numérique de terrain être créé. Pour cela, je vais dans l'explorateur du projet et aller rechercher les définitions d'objets de maillage des corridors. Donc l'un des différentes catégories, ces catégories sont telles qu'elles sont livrées avec la version française d'OpenRoad Designer, mais vous pouvez très bien créer les vôtres. Donc je vais désactiver les chaussées et ensuite donc les éléments de catégorie terrassement. Voilà, donc si je mets à jour la vue profil en travers, ce qu'il reste, hein, de même façon que dans le modèle 3D, ce ne sont plus que les lignes et je vais récupérer leur définition. Hein, on voit bien les lignes sur lesquelles s'appuient les composants en 3D par le biais d'un filtre graphique. Alors quand on dit graphique, c'est pas vraiment des graphiques puisque en fait je vais récupérer les définitions d'objets, les styles d'objets euh, appliqués depuis le profil en travers type aux différentes lignes.
Voilà, donc je viens de générer la couche correspondant à la partie supérieure des terrassements, en l'occurrence l'intégralité de la rase, mais j'aurais pu aussi générer la PST. Et je vais la voir apparaître dans le profil en travers si je clique sur sa barre de titre. Et nous allons pouvoir d'ores et déjà exporter ce modèle de terrain dans un fichier LandXML. Donc il y a différents formats de fichiers propres à Bentley. Et en l'occurrence, là, je vais plutôt utiliser un format standard LandXML. Voilà, puis on génère un fichier classique, LandXML classique. Voilà ce qui est pour la couche Arras. Je pourrais procéder de même pour les différentes couches de chaussée, mais là je voulais vous montrer une autre possibilité qui est d'aller directement dans le profil en travers type appliqué au projet pour venir demander à générer ces couches. Elles sont déjà générées automatiquement en tant que composants 3D, mais là ce que je veux c'est générer les surfaces supérieures sous forme de modèles numériques de terrain, encore une fois pour permettre l'exportation au format LandXML. Pour cela, donc, je vais aller vérifier donc, dans les surfaces de substitution. Donc là, par exemple, on a la surface de base. Il y a des carrés bleus qui indiquent les points qui font partie de cette surface. C'est vraiment extrêmement simple, hein. On dit qu'on veut créer une surface et on désigne les points. Et j'ai créé comme ça la surface de roulement, base, fondation, forme, PST. Donc c'était juste pour vous montrer que ces entités existaient dans le profil en travers type et qu'il me suffisait maintenant d'aller dans la partie modèle numérique de terrain pour demander à générer ces surfaces alternatives sous forme de modèle numérique de terrain. Les différentes structures de chaussée sont donc maintenant matérialisées sous forme de modèle numérique de terrain. Là pour la couche de forme, fondation, base et roulement. Nous allons pouvoir donc exporter ces différents modèles numériques de terrain au format classique tel que le LandXML à partir de la maquette BIM modélisée par OpenRoads Designer. Dernier thème, mais pas le moins agréable à évoquer après tous ces sujets bien techniques, donc c'est la possibilité de donner vie à votre projet grâce à LumenRT, l'outil de visualisation temps réel qui a été primé de nombreuses fois pour la fourniture d'environnements naturels et de ciel pour Avatar, les Mignons et j'en passe. Et il y a une version qui est maintenant intégrée à OpenRoads, donc sans licence supplémentaire. En un clic, vous allez pouvoir générer des visuels tels que celui que vous voyez à partir du projet routier. OpenRoads Designer vous permet directement dans son interface de visualiser vos projets de façon assez fidèle. Et ce que je vous propose de voir maintenant, c'est comment, grâce au produit compagnon LumenRT, vous pouvez générer des visualisations de haute qualité en quelques clics. Ce qui va nous manquer là pour l'instant, c'est d'abord le modèle numérique de terrain découpé avec le projet, puisqu'en déblai, si j'affiche juste le modèle numérique de terrain de base, ben, je ne verrai pas grand-chose. Et ensuite, d'autre part, ajouter des véhicules, donc créer des animations de véhicules pour donner vie au projet. D'abord, le modèle numérique de terrain. Je vais revenir dans la modélisation OpenRoads et créer un modèle de terrain découpé en découpant le modèle de terrain de base avec les corridors. Pour ça, il faut que j'affiche le calque sur lequel sont les corridors. Et je vais désigner donc le premier corridor et le second. Voilà, donc j'ai généré le modèle de terrain autour du projet. Et maintenant, je vais rajouter des véhicules. Pour cela, je reviens dans la tâche de visualisation depuis le modèle 3D. Et je vais venir créer des voies par rapport à cet axe. Donc je vais peupler ces voies avec des véhicules qui sont fournis avec OpenRoads Designer. Donc là on est en km par heure et la limite est passée à 80. Je désigne l'axe, le sens de circulation
et j'accepte la création des véhicules que l'on voit donc dans la vue. Ensuite, je vais créer la voie de l'autre côté. Et cette fois, désigner le sens de parcours des véhicules dans l'autre sens et accepter la création des véhicules. Ensuite, donc, je vais venir générer le projet dans Luminar-T par un simple clic. Voilà, Luminar-T s'ouvre. Nous voici donc dans Luminar-T où nous retrouvons le projet euh, exact et réaliste, hein. Il n'y a aucune perte de précision quant à la réalité du modèle. Les véhicules ont été intégrés, donc les véhicules créés. D'ailleurs, il y en a certains qui conduisent du mauvais côté de la route. Voilà, quand je regarde ça. Donc le modèle est entièrement récupéré avec les glissières, le radar que l'on avait placé, les textures qui ont été appliquées depuis le modèle OpenRoads. On a la possibilité de régler la fidélité du rendu. Quand on travaille, quand on enrichit le modèle, il vaut mieux passer en résolution basse. Ensuite, donc, on va pouvoir, par exemple, rajouter des arbres, peupler le modèle. Donc là, j'ai une sélection d'arbres. Donc toutes ces entités sont livrées avec OpenRoads pour venir donc ensuite rajouter, peindre des arbres sur le projet. Voilà, donc c'est extrêmement simple. Tout se fait depuis le modèle 3D avec une palette d'outils vraiment extrêmement simple, encore une fois. Donc voilà, je vais rajouter pas mal d'arbres pour faire des forêts. On peut aussi récupérer des cellules qu'on aurait placées dans OpenRoads de façon à réaliser un plan de plantation qui corresponde donc à ce qui a été prévu par le paysagiste sur le projet. Donc là, je vais rajouter un petit peu sur le talus là, pour donner bonne mesure. Donc on peut bien sûr réaliser divers habillages, rajouter d'autres entités. Mais ce que je voudrais ici vous montrer, c'est la possibilité maintenant de venir générer des livrables à partir de cette maquette, que ce soit donc des vidéos, pouvoir brancher un casque de réalité virtuelle et permettre à vos clients de vivre en direct le projet. Mais là, ce que je vais faire, c'est venir placer une caméra sur un véhicule pour parcourir le projet depuis ce véhicule. Pour cela, je vais aller dans les réglages de la caméra et demander à suivre un véhicule. Par exemple, je vais prendre ce véhicule, du coup celui-là. Voilà, donc je suis dans la Smart. Ensuite, je vais choisir le point de vue que je souhaite, soit une point de vue un peu subjective, soit le point de vue du conducteur. Donc les amateurs de jeux sur Xbox et autres connaissent bien ces différents paramètres. Voilà. Je vais mettre à jour la vue de la caméra, choisir la période d'animation, donc là je vais rentrer une grande valeur, et ensuite je vais pouvoir donc parcourir cette animation, enfin parcourir le projet depuis le véhicule. Donc cette vue pourra être exportée directement en créant un film. Bah, tiens, là il y a un accident, il faudrait que il y a deux véhicules qui sont du mauvais côté, oh, trois, qui sont du mauvais côté de la route, et celui-là il vole un peu. Alors, il y a encore des petits réglages sur les véhicules, mais vous voyez qu'en quelques clics, je peux générer une animation de haute qualité permettant de donner vie au projet et à des personnes non techniques de comprendre un petit peu le projet qu'on leur propose. Les exportations que l'on va pouvoir faire à partir de ce projet sont très nombreuses. Donc à la fois des films comme le film que je viens de vous montrer, en améliorant bien sûr la qualité pour avoir un rendu beaucoup plus réaliste, ainsi que de la réalité virtuelle, puisque vous pouvez connecter un casque
à votre PC pour proposer à votre client de se balader dans votre projet grâce à LumenRT. Je voudrais souligner d'ailleurs qu'en cas de modification du projet, tous les habillages que vous aurez pu faire à l'intérieur de LumenRT seront conservés. Il va suffire de réappuyer sur le bouton Export pour que le projet soit mis à jour tout en conservant tous les habillages que vous avez pu faire dans LumenRT. Voilà un exemple de sortant de livrable réalisé avec LumenRT à partir du projet OpenRoads Designer. C'est une vidéo, donc là rien de bien transcendant, sauf que là c'était une vidéo à 360 degrés dans lequel on peut choisir son point de vue. Donc on va toujours la- le chemin de parcours est fixe. Par contre, c'est l'utilisateur qui peut choisir son point de vue, s'arrêter à un endroit, et dire ah mais tiens j'aimerais bien regarder tel détail, ah mais oui là, etc., etc. Donc ça veut dire que les différentes parties prenantes peuvent analyser le projet, évaluer son impact sur leur environnement, où le client peut s'imprégner de son projet extrêmement facilement grâce à l'HumanRT intégré dans OpenRoads Designer. C'était le dernier thème que je vous proposais d'aborder dans le cadre de ce webinaire de présentation d'OpenRoads Designer, portant sur l'aspect génération de livrables. J'espère que vous avez trouvé les informations utiles et qu'au travers des différents cas, nous avons bien vu que OpenRoads Designer vous permettait de générer une maquette BIM, y compris en référençant des parties de projet à partir d'autres outils, pour en extraire des livrables, y compris des vues en plan, profil en travers, conformes aux standards français, ainsi que des listings et rapports, en insistant aussi sur la partie base de données. Donc avec OpenSource Designer, on génère une base de données qui vous permettent après de générer des extractions de différentes formes. Il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois de votre attention et de votre présence et à vous donner rendez-vous pour un prochain séminaire.